Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel hors-série qui portera cette fois-ci sur la fin de mid-saison 3 de Fear the Walking Dead. La série ayant beaucoup évolué depuis la première saison jusqu'à se rapprocher de The Walking Dead avec la deuxième moitié de saison 2, j'avais énormément envie de vous en parler sur une vidéo. À la base je voulais sortir cette vidéo à la fin de la saison 3, mais vu cette première partie de saison, la tentation était trop grande. Comme vous avez pu le deviner avec le titre, c'est surtout de Travis dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Mais je le garde pour la fin de vidéo, je vais d'abord revenir sur les autres personnages qui à mon sens méritent qu'on s'y attarde, en reprenant les événements à partir essentiellement de la seconde moitié de saison 2 jusqu'à cette fin de mid-saison 3. Oui, c'est un spin-off, oui, ça a mis une saison et demie à venir, mais ça y est, Fear the Walking Dead est tout aussi intéressant que sa série mère. Je connais même pas mal de monde qui commence de moins en moins à apprécier The Walking Dead à cause de ses lenteurs à répétition et son manque d'action, du coup qu'il serait bien susceptible de préférer le spin-off. Encore une fois, je me répète, mais cette vidéo va te spoiler toute la série jusqu'au dernier épisode en date. Donc va-t'en, fuis cette vidéo si t'es pas à jour. Rassurez-vous, je vais pas résumer le parcours de la série, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes à jour. Et puis j'ai déjà fait une vidéo Throne of Series spécialement sur la série, donc voilà. Il y a énormément de choses à dire sur la série, sur la trajectoire qu'elle prend depuis la deuxième partie de saison 2, sur les personnages, leur intrigue, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, voire complètement what the fuck. Donc comme d'habitude, je vais aborder les événements qui m'ont le plus marqué et les plus pertinents selon moi. Pour finir en beauté avec Travis qui est pour moi le meilleur personnage de cette série, tout simplement. Alors il faut savoir que l'acteur qui interprète Jeremiah, c'est Dayton Cali, qui avant Fear était un personnage récurrent dans la grande série qu'est Sons of Anarchy. Donc le voir récurrent dans Fear, ça m'avait clairement rassuré quant à la qualité supposée de cette saison 3. Et même si cette saison 3 a pas mal de défauts, elle reste dans la continuité de la fin de saison 2 et ça c'est clairement cool. Enfin bref, Jeremiah Otto, c'est le patron d'un gros groupe de survivants qui vivent et se sont installés autour de son ranch. Car comme on l'apprend, Jeremiah était ce genre d'américain qui s'était préparé à une grosse catastrophe style fin du monde, avec un bunker à provisions, une réserve d'eau, etc. Étant donné que ce genre de comportement existe vraiment, bah c'est super intéressant. Dans l'ensemble, j'ai vraiment adoré ce personnage, il est assez bien traité, je m'attendais pas à ce qu'il soit finalement qu'un sale raciste, limite pathétique sur la fin. Mais c'est assez bien ficelé, on s'y attache un peu pour au final le détester et ça fait écho à son fils Troy. Même si Jeremiah n'est pas du tout du même niveau d'enculerie que son fils, bah on sait maintenant de qui Troy tient sa haine envers les gens faibles jusqu'à en être devenu un tueur qui se justifie par le fait qu'il a un groupe de survivants à maintenir dans une espèce de cocon protecteur de la tournure qui a pris le monde. Jeremiah sait depuis le début que son fils Troy est la reine des salopes, mais il le laisse faire parce que finalement lui-même avait commis des meurtres pour protéger sa famille. Du coup ça donne une dimension assez complexe chez Jeremiah, même si en gros ce n'est qu'un raciste, meurtrier du temps où les zombies n'étaient pas encore là, qui n'a pas su éduquer comme il faut son plus jeune fils, qui a fini par devenir une personne encore plus horrible que son père. Bah à l'inverse, il a son fils Jake, qui lui a su garder les pieds sur terre malgré l'apocalypse, et est devenu clairement une meilleure personne que son père. Jeremiah a réussi malgré cette opposition à installer une espèce d'osmose entre ses deux fils, l'un étant un mec bien et l'autre qui est complètement parti en couille. Et Jeremiah était derrière à équilibrer tout ça comme il pouvait. Mais ça a finalement explosé dans ses mains, comme quoi on n'échappe jamais vraiment aux conséquences de ses erreurs. Bon, je vais commencer par Alicia. Je suis pas mal déçu de son traitement dans cette saison 3 en fait. Tu sens qu'ils essayent tellement d'en faire une Maggie 2.0 inversée, dans le sens où c'est la fille qui rentre dans un ranch où le chef de famille a deux garçons au lieu de deux filles. Et du coup, Jake étant le gentil des deux garçons, bah ça fait de lui le Glenn 2.0. Et cet effet miroir par rapport à la saison 2 de The Walking Dead me gêne, même si à comparaison, sur Fear, il se passe nettement plus de choses. En fait, je pense qu'Alicia sert à la série uniquement lorsqu'il faut la sauver. Une fois qu'elle est sur place, qu'elle est en sécurité, bah elle devient assez pauvre d'intérêt. Elle avait déjà compliqué la situation du groupe avec son histoire d'amour à distance par radio dans la saison 2, et là, elle ne fait rien d'autre que de compliquer encore plus leur situation au ranch des Otto en se mettant avec Jake. Même si elle dit que ce n'est pas une histoire sérieuse, ça finira certainement par l'être. Et perso, même si ça complique les choses, ça me dérangerait pas en fin de compte. Parce que pour en revenir à Jake, bah je le trouve plutôt sympa, il a le potentiel d'être un bon personnage. Et c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que malgré qu'il soit le fils de Jeremiah et le grand frère de Troy, bah c'est pas un enculé. On peut dire qu'il doit tenir de sa mère du coup. Il sait très bien que seul lui peut faire en sorte de contrôler la folie meurtrière de son petit frère avec l'aide de son père. Le problème c'est que bah il est mort le padré maintenant. Du coup ce qui maintient l'équilibre n'est plus là. À voir ce que va donner ce nouveau couple dans la série, j'espère qu'ils ne finiront pas par être une pâle copie du couple Glenn Maggie. La série réussit tant bien que mal à nous pondre une histoire se rapprochant bien de l'ambiance que peut nous donner The Walking Dead, que ça serait dommage de gâcher ça pour du fanservice inutile.
C'est clairement l'un de mes personnages préférés de la série, il a un traitement particulier assez sympa. Sous ses airs d'homme d'affaires infaillible, qui était un survivant bien avant l'apocalypse zombie, se cache un homme sensible qui n'aura eu qu'un objectif en tête, retrouver son amant. Et ouais, Victor Strand est homosexuel, et je trouve que ces dernières années, le fait d'être un personnage homosexuel dans une série n'est plus un gros cliché, bah c'est plutôt positif. On arrive à avoir des personnages homo, mais ultra badass, et ça c'est vraiment cool. Enfin bref, en remarquant que la situation à l'hôtel est vouée à être une cause perdue, Victor finit par se casser avant que celle-ci ne dégénère. Il prend une belle caisse dans le parking et il se casse. On aurait pu croire que voilà, il se barre à l'aventure pour survivre par lui-même, mais non, encore une fois, il avait un plan de prévu, ou alors une énorme chatte, puisqu'il finit par arriver devant l'entrée d'une station hydraulique où des centaines de personnes viennent échanger ce qu'ils trouvent contre de l'eau potable. La station est contrôlée bien évidemment par des gens armés, et comme Victor est trop fort, bah il connaît personnellement le Cade qui contrôle tout ça, Senior Dante. Et même si les deux se connaissent effectivement depuis longtemps, Dante connaît Victor. Il sait à quel point il peut être manipulateur et préfère enfermer Victor plutôt que de prendre le risque qu'il finisse par tout lui prendre, comme il l'accuse d'avoir fait avec Thomas. Finalement, sans rentrer dans le détail, puisque je vais enchaîner avec ce personnage après Victor, Daniel Salazar, que l'on croyait mort, est finalement vivant et travaille dans la station hydraulique. Ce dernier débloque la situation, il y a une espèce de tension qui se crée, puisque lorsque Victor était emprisonné, il a promis à Daniel qu'Ophélia était en vie à l'hôtel, alors qu'on sait tous qu'elle est partie toute seule, à survivre seule dans son coin depuis quelques épisodes déjà. Finalement, arrivé à l'hôtel, les deux se rendent compte que tout le monde est mort, du coup Daniel est hyper énervé contre Victor, Daniel tire des coups de feu, retourne dans la voiture et laisse Victor tout seul entouré de zombies. Après ce qui semble être plusieurs jours de survie, Victor retrouve l'Abigail sur la côte, il nettoie les zombies présents, enfile une veste de costard, sort du champagne, en gros il se met bien le type. Après une bonne gueule de bois, Victor est réveillé par la radio du bateau où un certain astronaute Valérie Vachenko chante une chanson depuis sa tombe dans l'espace. La discussion était vachement sympa, après quelques échanges d'humour, Valérie finit par ne plus répondre. Dégoûté, Victor brûle le bateau et retourne sur la côte. Il en aura parcouru du chemin depuis la série, malgré ses défauts et ses erreurs, je trouve qu'il reste humain, et comme il le dit, même si c'est un loup, un rapace, il se définit comme un négociateur et non comme un tueur. J'ai aucune certitude quant à l'endroit où Victor compte se rendre. Peut-être qu'il retourne à la station hydraulique, peut-être qu'il compte simplement survivre dans son coin et faire de nouvelles rencontres. On verra bien, en tout cas c'est un personnage avec un énorme potentiel, il est hyper malin et il l'a prouvé beaucoup de fois. La plupart des gens le pensaient mort, même si on n'avait jamais vu de corps ou d'image concrète pour en être sûr. Le vieux Salazar est bien vivant, ce que j'aime chez ce personnage c'est qu'il me rappelle beaucoup ce qu'était Herschel, sauf qu'il est mexicain, que c'est un ancien Rambo et qu'à défaut d'être un moins grand sage qu'Herschel, il est nettement plus débrouillard. On a pu le constater durant son périple qui l'aura conduit à la ville où ce qu'on peut appeler le gang de Dante a établi son règne et son chantage à l'eau potable grâce au fait qu'il contrôle la station hydraulique. Le mec s'est fait littéralement râper au couteau, sa jambe blessée, ou son pantalon s'était collé profondément à sa peau. Et même après une douleur pareille, bah il est toujours debout le papy. L'épisode 4 étant entièrement consacré à lui, on en découvre encore pas mal sur son passé. En gros, c'était un espèce de génie de la guerre, un Rambo mexicain si on peut dire. Dante finit par le remarquer et l'engage dans sa structure pour exploiter ses capacités de machine à torturer et à tuer. Finalement, quand Dante se rend compte que ceux qui lui volent son eau sont les personnes qui ont sauvé Daniel et qui travaillent à la station hydraulique, bah ce dernier, même s'il joue le jeu au début, il se retourne contre Dante, il le tue lui et ses 2-3 sbires présents. C'est à Lola que Daniel s'en remet en demandant le pardon. Visiblement, celle-ci décide de le pardonner et le laisse partir avec Victor à la recherche de sa fille Ophélia, qui avait quitté le groupe peu de temps après leur arrivée à l'hôtel. Comme je l'expliquais avant, Victor mentait, il ne sait pas où est Ophélia et du coup Daniel laisse Victor à l'abandon, et après rien. Un peu comme avec Victor, je suis pas sûr à 100% de l'endroit où Daniel se dirige, et est-ce qu'il compte rejoindre la station hydraulique, à moins que ce soit pour prendre quelques vivres et repartir, je vois pas trop l'intérêt. L'objectif numéro uno restant de retrouver Ophélia, du coup en supposant qu'ils finissent par la retrouver, au-delà des retrouvailles père-fille, on va avoir le droit à de grosses rencontres avec Madison et surtout Kaletaka. Personnellement, je pense que Daniel étant en pleine rédemption n'approuvera pas complètement la façon de faire de Kaletaka. Je pense même que Daniel sera l'élément principal qui débloquera encore une fois la situation et enrichira le conflit entre le groupe du ranch et celui de Kaletaka. Ophélia aura vécu pas mal de temps sur la route toute seule, au bord de la mort, c'est Kaletaka qui la trouve en plein désert et la sauve d'une mort certaine. Étant le leader de la tribu Hopi, il fait en sorte qu'Ophélia se repose et reprenne des forces pour ensuite contribuer au groupe et ainsi entre guillemets racheter sa dette envers lui et son groupe. Kaletaka quant à lui est plutôt badass dans son style, avant l'apocalypse lui et sa famille étaient déjà en guerre contre la famille Otto et ce détail je le trouve hyper original et sacrément réaliste. En plus de ça, Kaletaka me fait penser un peu au look du gouverneur dans les comics, parce que ouais,
le gouverneur, à la base, il ressemble à un espèce de Mexicain moustachu aux cheveux longs. En y regardant de plus près, le gouverneur du comics et celui de la série, ils sont vachement différents. J'ai l'impression que Kaletaka est fortement inspiré de cette version comics du gouverneur, et ça me plaît bien. Même si dans le fond, Kaletaka est plus en recherche de vengeance et de paix avec lui-même, qu'être seulement un méchant gars qui vendrait père et mère pour faire survivre sa communauté. Là où il se rapproche selon moi du gouverneur comics, c'est dans son impulsivité et sa façon quasi rituelle de tuer ses victimes. Parfaite transition pour en revenir à Ophelia qui pour le coup semble pouvoir le calmer. Quand Jake prend le risque de venir sur le territoire de Kaletaka avec de l'eau après que son petit frère Troy soit passé et ait tué pas mal de monde, il a bien failli se faire scalper le pauvre Jake, et c'est bien Ophelia qui vient calmer le jeu. Pour conclure, je dirais que ça se voit qu'il se passe quelque chose entre Ophelia et Kaletaka, ce qui rend la situation pour Ophelia encore plus délicate par rapport à Madison et ses enfants qui font partie du groupe qui se bat contre son sauveur. Alors Troy, c'est le fils de pute numéro 1 de cette saison 3, on peut dire que c'est lui le plus grand danger dans la série, puisqu'en plus d'être un enculé, il est dans le camp des gentils, entre guillemets, et ça c'est vachement déroutant. Avant d'en dire plus, il fallait absolument que je parle de ça. Madison lui plante une putain de cuillère dans l'œil. Une putain de cuillère dans l'œil, à la limite de lui enlever. Mais le mec arrive à tirer sur du zombie tel Schwarzy pour ensuite le voir avec une simple cicatrice au niveau de la cerne. Je dis pas que c'est impossible, mais bordel, tu peux pas te remettre aussi rapidement de ce type de blessure. Voilà pour l'instant coup de gueule. À part ce détail à la con, Troy reste un personnage plutôt bien amené et finalement l'antagoniste le plus dangereux de la série. Comme je l'ai dit, le problème avec Troy, c'est que c'est le méchant, mais en plus il est dans le camp des gentils. Je vulgarise la chose, mais en gros c'est ça. C'est quand même lui qui était responsable du complexe militaire où finissent la plupart des membres du groupe en fin de saison 2, et où l'on découvre la véritable nature du complexe. Bon, ça commence à devenir un peu Captain Obvious, qu'un groupe militaire durant l'apocalypse zombie soit forcément des enculés. Mais là on a dépassé le niveau de la moyenne. Même si j'ai pas mal apprécié ce côté scientifique où ils essayent de trouver un remède en faisant des expériences, ça reste des enculés qui capturent des survivants pour en faire des cobayes condamnés à une mort certaine. Ce premier épisode a vraiment touché le niveau d'un premier épisode de saison 5 de The Walking Dead et c'était super appréciable. Pour en revenir à Troy, je suis encore indécis. Est-ce qu'il est seulement le gros con qui pense faire le bien en voulant à tout prix maintenir une certaine paix dans son ranch, jusqu'à en tuer une minorité pour tenter de garder le reste de la meute en rang? Ou est-ce que malgré tout ça, c'est un gars fragile qui se force à être fort et que seul Madison, son père et son frère semblent avoir compris? Étant hyper nocif et encore plus intolérant que son père a pu l'être, ça fait de lui un survivant vachement redoutable et hyper dangereux. Du coup, ça fait malheureusement de lui aussi également l'atout numéro 1 niveau survie du groupe du ranch. Un personnage dont forcément énormément de mères peuvent s'y attacher facilement, voire s'y identifier. C'est la mère par excellence, même durant l'apocalypse, elle se bat pour la survie de sa famille, et quand je dis qu'elle se bat, c'est genre vraiment quoi. À titre de comparaison, Laurie et Carol dans les premières saisons de Walking Dead étaient certes des mères qui avaient elles aussi autant de motivation que Madison, mais sont tombées dans le cliché de la femme faible qui a besoin d'un homme pour la protéger. Là où à l'inverse, Madison brise ce cliché pour nous offrir la femme la plus badass de la série, en plus d'apporter une nouvelle femme forte dans le monde de l'audiovisuel. C'est vraiment cet aspect super maman que j'aime bien dans le personnage, mais pas seulement. Elle sauve sa famille des griffes de Troy assez sauvagement, même si justifié, on va pas se le cacher. Une fois arrivée au ranch, elle arrive progressivement à s'affirmer comme une leader potentielle, jusqu'à épouser les pires secrets qui hantent le ranch, à savoir le fait que Troy soit un meurtrier et soit épaulé discrètement par son père, pour au final être opposé malgré elle à un adversaire redoutable qu'est Kaletaka, tout en étant forcément opposé à son ancienne compagnon de route, Ophelia, tout en essayant aussi en parallèle de refaire l'éducation de Troy, et vu la tension de leur première rencontre, c'est clairement pas facile et elle en souffre pas mal. J'aurais pu fusionner le chapitre Troy avec celui sur Madison tellement les deux personnages sont liés. De mon point de vue, Troy voit en Madison la mère qu'il n'a pas eue et en allant plus loin, je dirais même qu'il est possible qu'il soit amoureux de Madison et que celle-ci joue de ça pour essayer de le maintenir dans le droit chemin. J'avoue que c'est une vision assez dérangeante, mais étant donné que c'est un énorme tabou, la série pourrait bien essayer de le briser en proposant une romance assez surréaliste et à la fois briseuse de tabou, parce que des exemples de femmes qui se marient ou couchent avec des hommes de l'âge de leur enfant, il en existe à l'appel. Et franchement, je trouverais ça nettement plus intéressant que « Bon, écoute-moi, petit con, je suis une femme forte, même plus forte que toi, et je représente parfaitement la mère lionne qui protège ses bébés. Donc maintenant, c'est fini les conneries, tu te contrôles, tu fais ce que je te dis, ok ?» Vous trouvez pas? Mais fort heureusement, Madison ne pense qu'à la survie de ses enfants, donc le petit puceau violent Troy, elle s'en bat les noises en fait. Elle se joue clairement de la famille Otto, au point de passer un deal avec Kaletaka sur le dos des Otto. Deal qui a comme dénouement de tuer Jeremiah. Et comme on a pu le voir dans la dernière scène où elle rapporte la tête, ça en impose et ça place clairement Madison dans un niveau au-dessus des autres personnages.
C'est complètement obvious, mais Nick est le personnage principal de cette série, et malgré toute l'évolution que la série lui a apportée, je me demande encore quel est vraiment son but, voire son utilité. Pour resituer le truc, Nick est d'abord un junkie, puis il s'avère assez malin, survit au début de l'apocalypse, arrive à se sevrer de la drogue assez rapidement, il apprend à se fondre dans une masse de zombies, et c'est à peu près tout. Ah non, il s'est aussi coupé les cheveux. Bon, plus sérieusement, j'ai pas trop compris qu'en saison 2, à La Sendia, il s'attache à une certaine idée de ce que sont les zombies. Un attachement qu'on pourrait comparer aux protecteurs des animaux qui disent non, je ne tuerai pas cet animal parce que lui aussi a une conscience, pour ensuite se retrouver blasé par le fait que tout prenne feu et tourne le dos à sa mère, sa famille, ses compagnons de route, pour tenter sa chance tout seul dans son coin, pour ensuite s'attacher à un nouveau groupe de survivants, enfin une survivante, pour finalement tomber par hasard au bon moment, au même endroit où sa mère se trouve, et ne plus la quitter. Tu me diras, c'est l'apocalypse et il est fort possible que ces événements qui sont pour nous hyper divertissants et badass, bah peut-être que si on serait à la place des personnages, on deviendrait fou, on déciderait de se suicider, ou on prendrait des décisions à la con quoi. Mais c'est une série avant tout, pas la réalité, donc pour moi c'est assez con ce qu'ils font de Nick. Et même si le personnage reste assez intéressant à suivre, à l'image de cette première partie de saison 3, il reste un peu moins ouf que dans la saison 2, mais ça va. Bah ça n'empêche que j'ai du mal avec certaines de ses décisions. Pour donner un exemple, je trouve qu'il laisse Luciana partir tellement facilement alors qu'il a vécu une sacrée histoire avec elle. Au-delà du fait qu'ils couchaient ensemble, ils ont failli mourir ensemble, ils ont survécu ensemble. Finalement, ça peut se comprendre qu'un fils préfère rester avec sa mère et sa sœur, mais ça contredit complètement ses décisions passées. Par contre, le choix de Luciana, lui, est vraiment complètement con. Visiblement, les producteurs veulent créer une espèce d'attente, histoire de nous donner envie de revoir les deux à nouveau ensemble, et qu'ils nous préparent toute une intrigue qui finirait sur ces retrouvailles. Pourquoi pas, ça sera intéressant que Luciana finisse par croiser la route de Daniel ou de Victor par exemple, mais le fait qu'elle se casse parce qu'elle se sent pas intégrée dans une communauté, on va pas se le cacher, assez raciste sur les bords, hein, bah c'est complètement con. C'est l'apocalypse, bordel. Je préfère rester dans un groupe de survivants avec des racistes plutôt que de risquer ma vie inutilement dans un monde infesté de zombies. Logique quoi, l'instinct de survie. Enfin bref, pour en revenir et conclure sur Nick, j'ai trouvé sa relation avec Jeremiah assez cool. C'était une relation de mentor à apprenti et c'était bien ficelé. Le vieux aura partagé avec Nick pas mal de choses jusqu'à lui faire des confessions sous alcool, ce qui est vachement synonyme d'ouverture à l'autre et aussi d'alcoolisme tout simplement, mais c'est moins impactant. Quoi de mieux que finir une belle relation par un drame. Nick finit par lui coller une balle dans le crâne, faisant passer ça pour un suicide avec l'aide de sa mère. En plus d'avoir gardé le secret sur Troy, ça fait beaucoup encaisser pour notre cher Nick. D'ailleurs, cette scène où Nick tue Jeremiah, ça m'a fait beaucoup penser à la fin de saison 4 de Sons of Anarchy, où Hoppy tire sur Clay. Hoppy qui considérait lui aussi Clay comme son mentor. À voir ce qui va se passer pour lui dans la seconde partie, mais j'espère retrouver son côté électron libre, qui n'hésite pas à se tremper dans les tripes de zombies pour passer inaperçu dans une horde. Enfin, je peux déverser ma colère. Pourquoi ils ont décidé que faire ça, c'était une putain d'idée? C'est complètement what the fuck. Bon, maintenant que c'est sorti, parlons plus sérieusement de la mort de Travis. J'ai vraiment eu du mal à m'y faire et à essayer de comprendre cette décision qui était de tuer Travis. Avec Nick, c'est celui qui sera passé par le plus d'épreuves aussi difficiles les unes que les autres. C'était clairement le leader de ce groupe qu'on suit depuis le début. Lui, son fils, son ex-femme, sa femme actuelle et ses enfants, Daniel, la femme de Daniel et sa fille Ophelia, ainsi que Victor. Il aura énormément lutté pour rester un minimum humain, mais malheureusement pour lui, l'enchaînement de la mort de la mère de son fils, au moment où son fils prend une sacrée mauvaise tournure en s'alliant à un groupe de survivants sans scrupules. Ces mêmes soi-disant alliés, pour qui Chris aura laissé tomber son propre père, auront fini par lui coller une balle dans le crâne, simplement parce qu'il était devenu un fardeau trop gros à assumer pour continuer leur survie tranquillement. Ce qui a donné ce qui pour moi est et restera la scène la plus intense de cette série, et qui s'élève très largement au niveau de ce que peut proposer The Walking Dead. Le fait de découvrir la scène de mort de Chris via un flashback, tandis que Travis interroge Brandon et Derek, que ces derniers commencent par lui mentir pour ensuite se perdre dans leurs propres mensonges. Voir la réaction de Travis qui a tout de suite vu la faille pour finalement fermer à clé la porte de la pièce et commencer un interrogatoire beaucoup plus musclé, où les deux enculés finissent par avouer qu'ils ont tué Chris, avec un nouveau flashback corrigeant le mensonge du premier. La scène est juste parfaite et elle symbolise tellement la détresse de Travis qui vient simplement de perdre son fils. J'ai trouvé ça tellement beau que je suis allé jusqu'à l'illustrer dans la miniature de cette vidéo. Et du coup, cette scène reflète complètement la tournure que Travis prend dans cette deuxième partie de saison 2. Il a énormément perdu et finit lui aussi par se faire justice lui-même comme a pu le faire Rick à de nombreuses fois. Ce qui m'amène forcément à faire le rapprochement avec Rick, car ouais, même si Fear a su bien se démarquer de la série de base tout en y gardant à peu près les mêmes codes, bah force est de constater que les deux personnages se ressemblent finalement beaucoup. Ils étaient tous les deux des gens bien avant l'apocalypse qui par la force des choses se sont transformés en survivants prêts à tuer pour sauver leur entourage. Ce que fait Travis à Brandon et Derek, c'est assurément quelque
quelque chose que Rick serait capable de faire. Il a d'ailleurs même fait pire que ça. Au-delà de l'aspect leader de groupe, c'est surtout dans leur ressemblance humaine qu'ils sont similaires. Jusqu'au bout, Travis aura continué à être le parfait représentant du leader, qui peut être à la fois aussi violent que Rick et aussi sage et réfléchi que ce que pouvait être Herschel. Ce qui fait incontestablement de Travis l'un des personnages les plus marquants de l'univers Walking Dead. Il est clairement du niveau des meilleurs personnages de The Walking Dead, et c'est pour cette raison que je ne comprends pas entièrement sa mort. Je la comprends dans le sens où sa mort est quand même, si on y réfléchit bien, hyper giga réaliste, dans le sens où c'est pas parce que t'es le meilleur personnage de la série que t'es increvable et qu'au pire t'auras le droit à une mort ultra badass. Bah non putain, la vie durant l'apocalypse c'est pas le pays des bisounours. Et à l'inverse, si cette scène peut paraître ultra réaliste, elle peut paraître également ultra ridicule, dans le sens où putain les mecs en bas ils tirent comme des sauvages sur l'hélico, plus tard Kaletaka dira qu'il ne visait que les pilotes, mais c'est Travis qui se prend une balle dans pleine gorge et par on ne sait quel putain de miracle, des bouts de shrapnel lui ont ouvert le bide au point que ses intestins ressortent. Non mais sérieux les mecs, c'est quoi cette mort à la con là? Bon derrière il y a tout ce discours de ouais mais tu vois Travis en mourant comme ça il a accompli ce qu'on pourrait définir comme étant son parcours initiatique, même si son fils est mort il a accompli sa mission de base qui était de sauver son fils, sauf que vu qu'il est mort bah il sauve Alicia et a permis au groupe d'être finalement recueilli par le groupe du ranch des Otto, alors qu'on sait tous très bien que c'est Madison qui a sauvé la mise à tout le monde en prenant Troy en otage par le bout d'une cuillère, et fait assez de bruit pour que Jake se sorte les doigts du cul et cherche à arranger les choses. En gros, même si j'ai essayé, genre vraiment essayé de trouver une belle logique derrière la mort de Travis, bah je peux pas m'en empêcher de trouver que c'était la pire décision possible qu'ont pu faire les scénaristes de cette série. Franchement, ça m'a fait penser à Joey dans Friends quand il se fait virer de la série des jours et des vies où ils lui font une mort bidon, une mort de merde. Bah là, pour moi c'est pareil, je trouve que cette mort est vide de sens et complètement gratuite. Même si la série essaye de nous faire passer l'éponge en insistant sur le fait que Travis a trouvé la mort pour que Madison et ses enfants puissent trouver un refuge solide, et que fatalement ça motive encore plus Madison à être plus impitoyable et finalement une meilleure survivante. Bah cette mort de Travis, je suis pas prêt de l'oublier, aussi bien pour le meilleur que pour le pire, et quelque part c'est hyper fort venant de la série. Dans une critique plus globale de la série, je dirais que c'est sûrement l'un des meilleurs spin-offs de série avec Better Call Saul. La série subit une vraie évolution, passant de l'immersion dans le début de l'apocalypse, la transition entre le monde d'avant pour finir dans une ambiance survivale, ressemblant pas mal à ce qu'on peut avoir avec The Walking Dead, mais pas dans les mêmes conditions et avec des personnages moins héroïques et plutôt rafraîchissants. Ils ont réussi à construire avec cette première partie de saison 3 une intrigue bien plus complexe et captivante que la majorité des intrigues proposées par The Walking Dead, et malgré quelques partis pris à la con comme celui de tuer le meilleur personnage de la série, bah elle maintient son cap, ce qui fait qu'on risque d'avoir une deuxième partie de saison aussi prenante que celle de la saison 2. Pour cette deuxième partie de saison 3, je vois bien la situation entre le groupe du ranch et celui de Kaletaka se compliquer encore plus, histoire de vous donner une vraie théorie et pas seulement un florilège de questions sans réponse. Je dirais que je vois bien Daniel arriver au ranch et Victor être recueilli par Kaletaka, ou l'inverse. Même si ça serait un peu facile et pas très réaliste, je pense que ça pourrait donner encore plus de tension et d'enjeux dans la série, sans compter Luciana qui est partie on ne sait où, la station hydraulique qui pourrait être un allié futur du groupe, et j'irais même jusqu'à rappeler les pirates en début de saison 2. Mais si, les pirates, même que Alicia avait une romance avec Jack qui était l'un des leurs. Bon, on n'a pas de nouvelles d'eux depuis, on sait pas s'ils sont tous morts, s'ils sont devenus nombreux, est-ce que ça serait eux qui auraient déplacé l'Abigail? Ça nous fait quand même pas mal d'éléments à tenir en compte, en plus de la confrontation entre le groupe de Kaletaka et celui de Madison au ranch. Voilà, même si la vidéo dure plus longtemps que prévu initialement, bah j'aurais pu vous dire à peu près tout ce que je pense de Fear the Walking Dead. Je suis bien curieux de savoir ce que toi tu en penses de la série, de son évolution, ses personnages. Est-ce que toi aussi t'es bien vénère que Travis soit mort? Bah dis-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à balancer vos théories et vos envies par rapport à cette deuxième partie de saison 3, qui est censée reprendre le dimanche 10 septembre au soir. Si la vidéo, bien que longue, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu des familles pour booster la visibilité de la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne tout en cochant sur la fameuse cloche si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.